Bonjour, ici le networking de Steve. Aujourd'hui, je vous présente une interview un peu exceptionnelle. C'est une interview hors piste, je ne vous le cache pas. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'interviewer des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'interviewe un conférencier qui a participé à un de mes événements à Lille. Il s'appelle Laurent Jacquat. J'ai fait le choix de le faire intervenir non pas pour sa pratique entrepreneuriale, mais pour son mindset. C'est quelqu'un que j'ai choisi puisqu'il a fait un TED qui a dépassé le million de vues. Il a un mindset incroyable, un pouvoir de résilience comme j'en connais très peu. Et je pense que son domaine d'expertise peut vraiment s'appliquer à l'entrepreneuriat. Je la fais très brièvement. C'est une personne qui a été incarcérée à l'âge de 18 ans. Il a commis plusieurs braquages de banques, plusieurs évasions de prison. Il a contracté le sida dans les années 80. Autant vous dire qu'en prison, lorsqu'on vous annonçait que vous aviez le sida, en général, vous saviez que la vie allait s'arrêter dans pas longtemps. Ici, j'ai le témoignage d'une personne, d'un homme avec un grand H, qui a réussi à se connecter à sa source et qui a engrangé un pouvoir inébranlable de résilience. Je suis persuadé que ça va être utile à un tas d'entrepreneurs qui se sont pris énormément de claques, puisque c'est un parcours qui n'est pas du tout linéaire. Vous allez pouvoir retrouver une énergie, des ressources, un exemple de vie qui est très intéressant et dans lequel vous allez certainement trouver un mindset, des pépites à appliquer dans votre parcours du combattant, parce que je le sais, vous êtes tous des combattants à partir du moment où vous décidez de créer une activité. Je vous laisse découvrir l'interview, ça s'est passé il y a quelques mois dans sa résidence dans le sud de la France. Il garde un peu son côté secret, il n'aime pas trop révéler là où il habite, donc je me suis senti très privilégié d'être accueilli par Laurent Jacquat. Vous allez découvrir sa vie, ses combats et comment il a réussi à dépasser tout ça. C'est parti. Bonjour, salut Laurent. Salut Steve. Aujourd'hui, je vous présente une personne complètement atypique, un parcours radicalement hors norme. Je vous présente un indigné de base, une personne qui a refusé les règles. Laurent Jacquat, il a passé la moitié de sa vie en prison, il a transgressé des règles, il a refusé l'injustice humaine, il s'est battu contre la maladie et aujourd'hui on va vous parler de résilience. Pour que vous compreniez mieux le bonhomme et son processus de résilience, on va commencer par son histoire, une histoire qui va vous toucher, une histoire qui est complètement hors norme, une histoire absolument originale que personne d'autre peut vivre à sa place. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant de vous partager son histoire. Et aujourd'hui, on va découvrir tout ce qu'il a vécu et vous allez comprendre par quoi il est passé et comment il s'en est sorti. Donc merci à toi Laurent de t'être prêté à cette interview. D'accord. Alors déjà, je précise que tu es venu faire un interview, plus qu'un interview, une conférence à Lille où tu nous as expliqué ton cas et on va continuer un cycle de conférences par la suite. Alors, Laurent, quelle est la situation de base pour toi? Comment tout a commencé? En fait, tout a commencé par un drame ou une agression par des skinheads à l'époque. En 1984, je me fais agresser, moi et ma femme de l'époque. Pour se défendre d'une agression ultra violente, je tire et je blesse et je tue un de ces skinheads. Voilà. Et résultat, je suis condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour ces faits qui sont de la légitime défense, mais à l'époque, c'était pas considéré comme tel. Et j'ai commencé mon premier jour de prison à cause de cette affaire. D'accord. Donc, tu arrives en prison. À partir de ce moment-là, tu passes d'un monde à l'autre complètement différent en fait. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, le monde carcéral est un monde hyper violent. Ça veut dire, voilà, il faut tout de suite se défendre, il faut tout de suite faire appel à ses ressources instinctives et aussi user de violence pour résister à cette pression. Et le monde carcéral, c'est ça. Ça veut dire, c'est la loi du plus fort. Donc, il faut être fort pour pouvoir résister. Et ça, on le sait pas au départ, mais on l'apprend tout de suite. Donc il faut user de violence et résister, ne pas être soumis ni aux détenus, ni au système carcéral,
ni l'indignité carcérale. Donc eh ben, on trouve des forces à l'intérieur de nous qui nous permettent de résister. Et on apprend la résistance. Ça veut dire ne pas se soumettre à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Et finalement, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas y arriver. Mais j'y suis arrivé et j'ai pu rester à flot, on va dire. Psychologiquement, physiquement, j'ai pu rester à flot et pouvoir résister à cette pression qui est énorme, quoi. Le monde carcéral est un monde à part, complètement à part. Donc il faut avoir des ressources et des forces qui puissent vous permettre de ne pas sombrer. Et je les ai utilisés dès le plus jeune âge, puisque j'avais à l'époque j'avais Ouais, 18 ans, ouais. donc 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Toute cette période-là, je l'ai passée à lutter contre le désespoir, contre l'enfermement, contre toutes sortes d'indignations, toutes sortes de pressions, et il a fallu user et de violence et aussi d'intelligence pour pouvoir ben, pas sombrer dans la folie, quoi, en définitive. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus révolté en prison? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te battre et de mettre ta vie en danger par moment? Bah, en fait c'est plus euh, la considération. Ça veut dire que à partir du moment où vous arrivez dans un greffe, une greffe de la prison, le premier jour, on vous enlève votre nom, on vous enlève votre identité, tout ce qui vous rappelle l'extérieur. On vous enlève la liberté, on vous enlève la dignité, on vous met à poil devant des gens, vous êtes passé à la fouille, vous êtes enfermé à 2, 3 en cellule, vous êtes, toute cette indignation, c'est ce qui fait le socle de, bah, de, de, de l'inhumanité en fait. En fait, je suis révolté contre l'inhumanité. T'es dépouillé de ton identité en fait. On est dépouillé non seulement de l'inhumanité, mais en plus on est placé dans une situation complètement indigne. C'est-à-dire, ok, on me prive de liberté, mais on vous prive aussi de tous vos droits à la dignité, à la propreté, à l'hygiène, à la santé. euh, à la- Toutes vos libertés sont prises. Et à un moment donné, un être humain ne peut plus accepter ce genre de situation, d'être à 2 en cellule, d'être à 3 en cellule, d'être enfermé, tout ça, c'est des choses qui, de façon naturelle, sont refusées par un être humain. Qu'on ait fait une bêtise, qu'on aille en prison et qu'on soit condamné pour ça, qu'on soit ok, pas de problème. Mais que si c'est fait d'une façon inhumaine, c'est pire que tout. Et Ouais, là, on refuse tout. d'accord. Alors suite à ce refus-là, tu as purgé quelques années de prison, tu as pris sur toi, et là c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, ça a été la dégringolade. Il y a un moment où ça a merdé. Il y a un moment où tu as refusé tout, et pour toi ça a été un plongeon dans un processus de violence ultra puissant. Oui, mais Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé, ça, progressivement? en fait c'est issu d'une injustice et de plusieurs injustices. Il y a le fait de défendre sa vie et celle de sa compagne face à des gens qui sont hyper dangereux et qui viennent vous agresser à 2 heures du matin, et d'être condamné pour ça, en fait, c'est une injustice dès le départ. Donc, mais après cette injustice-là, il y a une autre injustice. Ça veut dire que vous êtes plongé dans un monde carcéral qui est complètement inhumain. Comme Fleury-Mérogis, c'est une prison de 5000 détenus, je veux dire, c'est une usine. Il n'y a pas de place pour l'humanité à l'intérieur de ça. Donc vous êtes considéré comme une espèce de numéro d'écrou, et vous êtes un numéro, un dossier. C'est tout ce que vous êtes. Votre identité d'être humain, votre façon de penser, votre façon de... Tout ça n'existe plus. Ça fait que ça, c'est une injustice. En fait, ma rébellion, elle est face à une injustice. Ok. Et ça s'est manifesté comment alors ta rébellion? Mais en fait, je me suis révolté déjà contre le système carcéral. Ça veut dire que je suis tombé en 84, en 85, on faisait une émeute mémorable, on brûlait la prison. Et pour avoir des droits, pour avoir de la dignité, pour avoir des douches plus souvent. Parce que quand on sait que c'est 3 douches par semaine en prison, Hmm. 3 douches par Ouais, semaine, on peut même pas se laver
comme on veut. On est obligé d'aller aux toilettes devant les autres détenus. On est obligé de supporter la surpopulation pénale. On est obligé de supporter tout plein de choses. L'hygiène, le manque de soins et tout ça. Mais pourquoi? Je veux dire, dans un État moderne et civilisé, comment peut-on considérer une part des citoyens de cette façon? Et ça engendre et de la récidive, et de la violence, et de la révolte. Et cette révolte, elle est issue de ça. Pas d'autre chose. C'est simplement des choses qu'on ne peut pas accepter. Et à partir du moment où on ne peut pas accepter certaines choses, on se bat pour ça. Voilà. Ok. Du coup, tu es sorti de prison au bout d'une dizaine d'années, si je me souviens bien. Et donc ensuite, ça a été très compliqué de reprendre une vie normale. Ben, en fait, je me suis mis en cavale au bout de 4 ans et demi, 5 ans, je me suis fait reprendre. Et ensuite, je suis retombé dans un système, parce que la prison, ça fait des dégâts. Je veux dire, voilà, on est dans un monde où voilà, où On ne te réapprend pas à vivre. mais il n'y a pas, Ouais. ça n'existe pas. Ouais. C'est le modèle de réinsertion, la prison pour la réinsertion, ça n'existe pas. Ouais. C'est des gens, on les enferme, on les traite comme de la merde, et le résultat, c'est la récidive. C'est pas autre chose. Donc, j'ai subi ce système-là. Et après, je suis sorti en 93, et je suis retombé aussi dans une récidive immédiate. Ça veut dire c'est bien simple. On prend un individu, on le met dans une situation comme ça, il est obligé de se révolter, il est obligé d'user de violence et il se transforme. Et il n'accepte plus les codes de la société, il n'accepte plus tout le système social et le système social devient son ennemi personnel, puisqu'il est touché dans sa chair sur le plan carcéral, sur le plan... En fait, si on prend un individu comme ça et on le maltraite pendant des années, forcément, quand il va sortir, il va continuer à avoir ce modèle dans l'esprit. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais jeune, mais j'étais imprégné de ce modèle-là. Et quand je suis sorti, je me suis retrouvé dans la société, il n'y avait pas de cadeau à faire envers cette société. Et il n'y avait pas de réinsertion possible, puisque j'étais déjà brisé d'une certaine manière par des codes que j'avais appris dans le monde carcéral. Et je les ai répétés à l'extérieur. Donc je me suis révolté et ma manière de penser était toujours dans cette révolte. Et cette révolte, c'est quoi socialement? C'est aller prendre de l'argent, c'est aller voler de l'argent, c'est de ne pas faire de cadeaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis rentré dans la délinquance comme ça. Dans la délinquance et dans la violence et même dans le banditisme de cette manière-là. On m'a pas appris autre chose en prison. On vous apprend pas autre chose. Vous êtes en cours de promenade, on s'apprend à se défendre. Et on apprend à se défendre et puis on apprend le boulot. On apprend tout ce qu'il y a, toutes les magouilles à faire, on les fait. Pour résister contre un système qui est oppressif. On se bat contre l'oppression quelque part. C'est une question de survie? C'est surtout une question de... Pas seulement de survie, mais aussi... C'est vouloir dépendre du système et se débrouiller tout seul? Non, pas forcément. C'est aussi trouver une autre voie que celle d'un système qui est représentatif. En fait, on n'est plus dupe. On sait ce que le système est capable de faire. On sait ce que l'être humain est capable de faire, de nous faire. Donc on répond, c'est une réponse à la violence qu'on nous a infligée. Mais aussi la violence qu'on projette, c'est aussi le résultat de comment on nous a traités. En fait, la récidive, c'est quoi? La récidive, c'est comment vous avez traité vos détenus. Comment vous les avez traités humainement. Ouais. Ça veut dire si vous les traitez de façon inhumaine, ils seront inhumains, tout simplement. C'est la violence par la réponse à la violence. Exactement. La violence engendre la violence, pas autre chose. Et la violence institutionnelle engendre la violence. C'est aussi simple que ça. Okay. Bon, du coup, on ne va pas raconter toute ton histoire puisqu'elle est disponible sur le TED. Vous tapez TED Laurent Jacquat, vous aurez tout le déroulé de l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand tu es revenu en prison parce que tu as pris une grosse peine. Qu'est-ce qui t'a permis de reprendre espoir? Quel est l'élément déclencheur qui t'a permis de reprendre espoir? Parce que au-delà des braquages, tu as aussi appris une terrible nouvelle sur ta santé aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? En fait, c'est comme quand on distribue un jeu de cartes pourri. C'est-à-dire qu'au départ,
Voilà, on te met 10 ans de prison, t'apprends que tu es malade, que tu es séropositif, que tu vas mourir dans les 5 ans, t'as plus d'espoir, t'as plus d'horizon, t'as plus d'avenir. Ok? À partir de là, tu fais quoi? T'es dans une matrice et tu te retrouves à aller en fin de compte, tu essayes de rentrer dans un engrenage hyper violent, hyper. Il n'y a pas d'espoir. Et l'espoir ou bien l'avenir te permet de rester calme Serein. et serein. Mais quand on t'enlève tout ça, t'as plus rien à perdre. Et c'est le mot rien à perdre. Et quand t'as plus rien à perdre, tu te permets tout ce que tu veux. Et tu profites de ta liberté que tu as là tout de suite, factuelle, tout de suite, maintenant. Tu vis pour ça. Et puis même quelque part, tu as envie de finir parce que ça rime à rien. Ok. Et j'étais Dans ce processus. dans ce processus Destruction. de destruction. Et évidemment, puisque il y a Tu étais en mode no futur, de toute façon. nos futurs, ça va pas s'arrêter, ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc de toute manière, il y aura pas d'espoir. Mais ça, tu le sais pas Ouais. quand tu es dans la matrice. Quand tu as la tête dedans, ouais. Quand tu as la tête dedans, tu le sais pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de prendre du recul par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui t'a permis de voir plus loin et de retrouver une certaine forme de sérénité où tu as pu te reconstruire progressivement? Bah, en fait, moi, j'étais un fan de la liberté, en fait. Donc tout mon engagement était pour ma dignité et ma liberté. Deux choses très importantes. Et il fallait respecter ces deux choses. C'est-à-dire que quand j'étais dans une prison et qu'on ne respectait pas de ma dignité, je la brûlais. Quand j'étais dans une situation qui ne me plaisait pas en tant qu'être humain, je faisais en sorte de combattre. C'est une force, il faut combattre, il ne faut pas accepter. Et j'accepte pas la soumission même face à l'oppression, même on s'est fait charger par les CRS, on a brûlé des prisons, on s'est fait massacrer, mais il fallait résister. Même dans la pire des situations, il fallait résister. Et en fait, cette liberté, moi j'ai appris à essayer de trouver ce Graal. Ce Graal en fait, c'est un Graal, c'est la liberté. Donc, j'ai tout fait pour m'évader, d'une certaine manière. Et donc, ben, je me suis évadé, j'ai fait des prises d'otages, j'ai réussi à partir. C'était dur, mais je l'ai fait parce que, mais pas dans le sens voyou du terme. Je l'ai fait parce que c'était une quête pour moi, d'être libre, de mourir libre, mourir en humain. C'était ta raison de vivre. C'était mon obsession. Ouais, c'était ton pourquoi. Et c'est ce qui me permettait de résister d'ailleurs. Je faisais Ouais. mon sport, je faisais tout ça pour pouvoir rester debout face à tout le système. Et c'est ça qui était la force. Évidemment, je dis pas que c'était bien. Je dis pas que j'avais raison. C'était une forme de résistance. Mais c'est humainement compréhensible. Ça veut dire que face à une oppression, face à une situation désespérée, on est là et on se bat. Ouais, ça marche. Tout simplement. Ok. Alors jusqu'à maintenant, tu nous as parlé de résistance. Maintenant, on va un peu changer les paradigmes et je vais l'introduire par une phrase qui a fait un déclic et qui a changé ton existence. Tu as fait une rencontre et cette rencontre t'a dit un jour, tu vas nommer la personne, les mots sont plus forts que les armes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ben en fait, voilà, après cette évasion, je me suis fait reprendre, j'ai pris 50 quartiers d'isolement et pendant cette période de quartier d'isolement, j'ai lu, j'ai beaucoup lu. J'ai lu des auteurs, j'ai lu beaucoup de lectures qui m'ont permis d'ouvrir une fenêtre, en fait, culturelle, par les mots. Et ça a été assez déterminant. Donc après cette période de lecture pendant des années, parce que quartier d'isolement, tu vois personne. Ça veut dire quartier d'isolement total, ça veut dire pendant 5 ans, tu vois personne. Tu es dans un cube de béton, promenade en béton, personne. Et tu tournes. Et tu fais toutes les prisons de France. Bon bref. Pour résister à cette torture, il fallait que je puisse m'évader d'une certaine façon. Et c'était la littérature. Et je suis rentré dans les littératures. Et je me suis rendu compte que la force des mots était quelque chose de vraiment important. Qu'il fallait pouvoir s'exprimer, qu'il fallait pouvoir dire des choses et qu'on pouvait partager des choses.
Et lorsque je suis sorti de cette période de quartier d'isolement, donc en 2000, de 95 à 2000, j'ai fait 50 quartiers d'isolement. J'ai rencontré un prof de philo qui s'appelle François Chouquet et qui m'a dit je voulais faire des cours en littérature et rentrer à l'université pour faire une licence de lettres. Et donc il m'a aidé et il m'a dit les mots sont plus forts que les armes. Les lettres sont plus forts que les armes. Bon, évidemment, au départ, j'ai rigolé, mais c'est une vérité. Les mots sont plus forts. Et on peut changer le monde avec des mots. On peut changer le monde avec un livre. Quelqu'un peut lire un livre et changer complètement sa vie. Parce qu'il y a quelque chose de magique dans les mots. Il y a quelque chose de fort, de puissant. Et j'ai appris cette magie-là, en fait. Et cette expression, ce partage, c'est très 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 important. Donc je me suis intéressé au sujet pour sortir du carcan dans lequel j'étais, qui était une inculture en fait. J'avais pas les mots pour exprimer ma violence, j'avais pas les mots pour exprimer ma révolte. Ouais. Et après j'ai eu les mots pour pouvoir les exprimer. C'est ça, tu n'avais pas d'armes symboliques. J'avais pas les moyens d'exprimer tout le ressentiment que j'avais, toute cette révolte que j'avais, je les avais pas. J'avais pas les mots, j'avais pas les outils. Et j'ai appris à les utiliser. Ok. Alors, là, ça devient intéressant. Lorsque tu as commencé à écrire, à utiliser les mots, à pouvoir t'exprimer, quel processus est-ce que tu as pu noter chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé et comment les choses ont évolué par la suite? Ben, en fait, le regard des autres, quand tu écris quelque chose, que ça soit un poème, que ça soit un texte, que ça soit ta vie ou que ça soit autre chose, tu vois l'effet que tes mots ont sur la personne qui est en face. Ça veut dire que c'est une sorte de liberté et un partage. Et tu as une porte à l'intérieur de toi qui s'ouvre. Et cette forme de liberté, ce nouvel espace, te permet de pouvoir exprimer des choses, dire des choses et dire du beau aussi. Tu peux décrire le beau avec des mots. Tu peux décrire le meilleur avec des mots. Tu peux exprimer tes sentiments profonds, de la poésie, que ça soit de la poésie, que ça soit. J'ai lu beaucoup de poètes. J'ai lu beaucoup de choses qui sont puissantes et qui sont profondes et qui sont de l'âme, qui sont de l'humanité, et que tu peux faire et que tu peux surtout partager. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est de pouvoir, dans la situation où j'étais, je voulais faire comprendre pourquoi j'avais échoué dans mon parcours. Pourquoi j'avais sombré dans une telle violence, dans une telle... Mais en fait, c'est la solitude, c'est le fait de te retrouver seul et que personne ne comprend ce que ta démarche et ton envie. Et une fois que tu l'expliques, c'est plus pareil. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi une fois que tu réalises que tu arrives à transmettre ton âme, que tu arrives à communiquer, que tu sors de cette solitude? Qu'est-ce que ça te fait en toi? En fait, tu t'humanises. Tu t'humanises. Tu reprends une place. Et non seulement tu reprends une place, mais tu t'humanises. Et tu arrives à expliquer l'inexplicable. Admettons un parcours d'une personne qui est hyper violente. Pourquoi? Il faut savoir répondre. Pour qu'on comprenne. Et il y a une phrase de Malraux qui dit « Juger, c'est ne pas comprendre, car si on comprenait, on ne jugerait pas. » Eh ben, c'est exactement ça. J'ai lu Malraux, j'ai lu tout un tas de bouquins qui m'ont permis de pouvoir comprendre que les mots avaient une puissance. Alors, évidemment, tu peux mentir, tu peux dire, mais si tu es vrai, si tu es sincère, tu peux faire partager des choses et aussi tu peux te remettre en question. Et moi, c'est la remise en question qui était très importante pour moi. C'est-à-dire, pourquoi, attention, je ne suis pas un cadeau, j'ai fait du mal, j'ai fait des choses dures, j'ai eu une vie hyper violente, mais après, j'ai pu l'exprimer, j'ai pu dire pourquoi j'avais fait ça et pourquoi j'en étais arrivé là. Et l'exprimer avec des mots qui puissent, que chacun après peut interpréter comme il veut, hein, peu importe.
Mais c'était très intéressant de pouvoir dire mon avis et aussi partager mon parcours qui en fait révèle une révélation. Ça veut dire qu'il révèle une transformation. Il faut l'expliquer, la transformation. Et la transformation, elle se fait par la culture, pas autre chose. Il n'y a que la culture qui pourra sauver le monde. Il y a que la connaissance qui pourra sauver le monde. Et il y a une phrase que je dis souvent, c'est l'ignorance, c'est le seul crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que, voilà, quand on est ignorant, quand on est dans une sous-culture, quand on est plongé dans on- on ne voit pas les choses qui sont globales. On ne voit pas l'humanité dans sa globalité. Alors, évidemment, c'est pompeux tout ça, c'est machin. Mais moi, je suis pas pompeux. C'est des choses que j'ai vécues. Et la littérature permet l'ouverture. En fait, si j'ai bien compris, le fait de faire quelque chose qui te dépassait toi t'a permis de t'inscrire beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus impactante dans un processus de résilience puisque ça dépassait ta personne. En fait, la résilience, elle est innée en nous. C'est un phénomène de survie, d'instinct de survie. Et la résilience, on fait appel à elle, et c'est vrai qu'elle m'a servi pour partager des choses, et qu'elle m'a permis d'être fort dans toutes les situations les plus terribles, d'être fort, et j'ai fait connaissance avec la résilience. Moi, je ne savais pas ce que c'était la résilience. Et en fait, elle est innée, elle est à l'intérieur de nous. Et cette résilience, c'est une résistance. Et la résilience, qu'est-ce que c'est? La définition, qu'est-ce que c'est? C'est prendre un coup et redevenir plus fort. Ça veut dire que la matière redevient plus forte après avoir reçu des coups. C'est ça la résilience, c'est revenir. C'est is back. Voilà, c'est revenir. C'est que tu tires des leçons de chaque coup dur. Chaque coup Pour te dur, renforcer. tu te renforces et tu deviens. Et en fait, la prison, c'est une très bonne école pour la résilience, malheureusement. Puisqu'on est dans un cas extrême de souffrance, de douleur, et on doit y résister, et de sous-culture, et tout, on doit résister à tout. Ça veut dire qu'il faut avoir la culture, il faut avoir le physique, il faut avoir le mental, il faut avoir tout ce qui combat la pression, l'oppression et tout ça. Il faut avoir tout ça. Donc la résilience, ça devient une alliée. Et on la connaît bien. Et après, tu essaies de la faire partager à des gens qui en fait, n'ont plus de défense. Et tu essaies de transmettre par tes mots, tu essaies de leur expliquer et de leur dire par ton parcours qui est plus dur ou moins dur, peu importe, mais tu essaies de trouver des clés qui vont permettre de pouvoir ne pas désespérer, de pouvoir toujours espérer, de pouvoir te dire que tout est possible. Je suis en prison, j'ai pris 30 ans. Moi, j'ai pris 30 ans. J'ai pris 30 ans de prison. Je les ai faits. Eh bien, ma résilience m'a permis de les tenir et de les faire. Et de pouvoir résister et de pouvoir sortir et aujourd'hui de pouvoir vivre et de me dire que ce n'est pas un obstacle pour moi. Il n'y a rien qui est un obstacle. Et je disais que le miracle qui est à l'intérieur de nous peut trouver une solution et peut trouver une forme Ouais, c'est ça la résilience. C'est de trouver l'espoir là où il n'y en a plus. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en difficulté? Avec toi, ce que tu as expérimenté, une personne qui est comment dire, en détresse sociale, en détresse au niveau de sa santé, qu'est-ce que tu pourrais lui transmettre comme message? Moi, simplement, j'ai dit qu'il faut résister. Et tout n'est que sensation, tout n'est que sentiment. Évidemment, il y a des choses qui sont dures, la maladie, la souffrance, même les problèmes sociaux, on peut être dans la merde, mais on vit, putain, on vit, on peut tout changer d'un moment à l'autre. Tout changer d'un moment à l'autre. On peut se battre, on peut résister, mais pour ça, il faut résister. Il faut être fort, il faut résister, il faut croire qu'on peut y arriver. Et le fait de... Ceux qui sont fatalistes, c'est ceux qui croient à la fatalité. Moi, je ne crois pas à la Tu lui laisses fatalité. aucune place. Voilà. Moi, je ne crois pas à la fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des ressources dans la vie, même à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on a des ressources insoupçonnées. Sauf qu'on les a oubliées. Et à un moment donné, il faut les réveiller. Il faut réveiller ça. Il faut se lever, il faut se battre. Même si tu es à genoux, même si tu as les jambes coupées, il faut te battre.
et tu y arrives. Et même si tu n'y arrives pas, tu as essayé. Tu as essayé, tu t'es battu, tu t'es levé, déjà tu as gagné. Ouais. Déjà tu as gagné. Parce que tu n'auras pas de regrets. Exactement, tu as gagné. Ça veut dire que, je vais te dire un truc. Celui qui veut s'évader et qui n'y arrive pas, il s'est déjà évadé. Tu comprends? C'est exactement la même chose. Même s'il y a des échecs, les échecs, ils sont là pour nous éprouver. Il n'y a pas de problème. Accepte-les. Tu les manges, tu les bouffes. Mais le résultat, c'est ton mental. Ça veut dire que tu as déjà, dans ta tête, tu t'es déjà libéré. Un homme libre, même enfermé, il est déjà libre parce qu'il pense à la liberté. Il veut se libérer. Alors il va trouver les mots, il va trouver une passion, il va trouver un truc, n'importe quoi, mais il va trouver sa façon de pouvoir se libérer. Et il va trouver parce qu'il veut le faire. Évidemment, bien sûr, c'est dur. Bien sûr, il y a des gens qui sont dépressifs, il y a des gens qui vivent, qui vivent dans des situations terribles. Moi, je l'ai vécu. Si j'étais un mec qui n'avait pas vécu ce truc-là, je pourrais te dire, ah bah, je pourrais raconter n'importe quoi. Mais moi, je l'ai vécu. J'ai vécu le pire du pire et je m'en suis sorti. Pourquoi? Je suis comme les autres. Pourquoi les autres n'y arriveraient pas? Ils y arrivent. Il faut simplement aller à la source, à l'intérieur de soi, et trouver cette source. Et cette putain de force, on l'a en nous, à l'intérieur de nous. Il faut la réveiller, il faut se battre, il faut rester conscient, et il faut rien lâcher. Et si tu lâches rien, tout est permis. Ouais. Tout est permis. L'impossible, il n'y a pas d'impossible à l'intérieur de nous. L'impossible, il est à l'extérieur. À l'intérieur de nous, il n'y a pas d'impossible. Ça reprend une phrase célèbre du Tché. Soyons exigeants, exigeons l'impossible. Exactement. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage de parcours, pour nous avoir un petit peu parlé de ton introspection. Alors Laurent fait pas mal de conférences dans des milieux scolaires, tu fais ça aussi dans des assos. Ouais, partout. On va en faire ensemble. Donc pour connaître les prochaines dates, vous allez pouvoir voir sur le lien le networking de Steve et le site de Laurent que je vais mettre en lien. Vous allez voir toutes les dates. On va tourner dans plusieurs villes. Vous allez pouvoir davantage connaître l'histoire de Laurent, puisque ces conférences vont être plus approfondies que le TED. Vous allez pouvoir faire sa connaissance et puis avoir accès probablement par la suite à tes bouquins, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, je m'en occupe. Ok, je te remercie beaucoup Laurent Super. et puis on se retrouve très bientôt. On se retrouve avec plaisir. À très vite, ciao. Ciao.